Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Un personne et 100 000, écrit par Luigi Pirandello. C'est notre 7e live sur ce roman, sur cette œuvre, et ça sera également le dernier, puisque aujourd'hui nous terminerons le livre 7 avec deux-trois chapitres de mémoire, et on enchaînera directement avec l'intégralité du livre 8 qui clora, peu importe le verbe que vous utilisez, notre lecture sur cette œuvre et sur cet auteur. Si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, je vous inviterai à jeter un œil à la description de la vidéo qui est juste en dessous. Éventuellement, à la barre de lecture de la vidéo, vous trouverez des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, d'aller au chapitre qui vous intéresse, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture. Et voilà, ça peut vous servir de marque-page si vous voulez vous faire la lecture en plusieurs petits bouts et tutti quanti. De la même manière, pour le côté pratique, si vous voulez, vous pouvez vous rendre dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube, chercher la playlist et si on lisait 1 personne et 100 000, et vous aurez l'intégralité des épisodes qui s'enfilent comme des perles sur un collier, n'est-ce pas? Merveilleux. Sur ce, nous sommes en live, donc comme d'habitude, petite introduction rapide. Nous sommes mardi, qui dit mardi dit premier live de la semaine pour moi. Bah écoutez, je vais passer en revue brièvement ce qui va se passer sur la chaîne Planétéo cette semaine. Ce soir, on termine un personne et 100 000. Donc vendredi, on a un créneau lecture qui pourrait peut-être être laissé en jachère ou que sais-je. Parce que c'est vrai que souvent, entre deux lectures, j'ai tendance à faire une pause pour un peu m'aérer l'esprit et faire un reset, faire un reboot mental et commencer complètement frais, avec le cerveau complètement à neuf, une nouvelle lecture. Mais depuis peu de temps, depuis quelques semaines maintenant, on a commencé les lectures simultanées. Et donc, la lecture que j'effectuais le dimanche à 14 heures ces 2 dernières semaines se poursuivra ce vendredi à 21 heures. Donc voilà, en résumé de toutes les choses compliquées que je viens de dire, vous retrouverez Poésie et autres textes de Stéphane Mallarmé ce vendredi à 21 heures. Le live de dimanche, voilà, comme je l'ai déjà dit, c'est pas forcément un créneau fixe, c'est quand je peux le faire et ainsi de suite. Donc là, pour le moment, cette semaine, je sais que je ne vais pas pouvoir assurer le live de dimanche. Donc dites-vous que c'est les deux seuls lives sûrs et certains de la semaine. Ceci dit, il n'est pas exclu que je poursuive mon gameplay sur le jeu vidéo Orwell Keeping an Eye on You, qu'on a commencé la semaine passée, que j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, je préfère continuer tant que c'est frais dans ma tête, parce qu'il y a beaucoup d'informations importantes dont il faut se rappeler. Donc j'aimerais enchaîner ça assez rapidement. Au vu de ce qui est en train... au vu de ce qui est en train de se passer dans mon emploi du temps et la manière dont les jours passent et dont je ne fais pas tout ce que je voudrais faire tous les jours. Enfin bon, bref. J'ai un peu de mal à m'organiser cette semaine parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte. Je pense, je pense qu'il y a une forte chance qu'on joue plutôt jeudi après-midi. Je vais pas annoncer un live de manière certaine, mais il y a de fortes chances que ce soit mercredi ou jeudi, et vraisemblablement jeudi après-midi, donc certainement aux alentours de 14 heures, éventuellement 13h30, éventuellement 21 heures, mais ça m'étonnerait. Bref, voilà, je vous donne des infos qui n'en seront pas assez terribles, mais j'essaie de vous donner au fur et à mesure que je sais moi-même ce qui arrive, où est-ce que je me vois, dans quel horizon je me projette. Euh, Ensuite, vu qu'on a terminé une lecture et que je n'ai pas l'envie de continuer seulement la lecture des poésies, mais que j'ai vraiment envie de tenter de me faire un petit run, au moins quelques semaines, au moins quelques mois, ne serait-ce qu'en guise de test, et éventuellement pour rendre ça plus pérenne, j'aimerais continuer les doubles lectures. Donc, à partir de la semaine prochaine, peut-être dès mardi 21 heures, mais de la même manière, je préfère pas trop vous en promettre parce que il se trouve que mardi dans une semaine, je ne suis pas sûr de pouvoir assurer le live non plus. Donc soit mardi, soit vendredi 21 heures, on partira sur une nouvelle lecture, Les Contes Nocturnes d'Hoffmann. Je suis très hypé par cette lecture. Une lecture du coup qui va se présenter de la manière suivante. Un recueil de nouvelles, avec plusieurs nouvelles.
qui seront, j'ai l'impression, de longueur relativement raisonnable. Et on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nouvelles. Bon, il y en a qui sont quand même beaucoup plus longues que d'autres, en fait, je me rends compte. Mais bref, nous verrons comment on organise cela. Euh, Dites-vous que c'est pas un aussi gros bébé que ça en a l'air, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de notes et tutti quanti. Ceci dit, j'ai hâte de découvrir ça parce que dans l'ambiance, je pense qu'on va se retrouver dans des ambiances un petit peu voisines d'une lecture de Lovecraft ou d'une lecture de Edgar Allan Poe. Je pense qu'on est un peu dans ces ambiances-là. Pour vous dire, moi j'ai déjà lu une des nouvelles de cette œuvre dans un recueil de nouvelles où il y avait des nouvelles comme ça un peu disparates, fantastiques, qui s'appelait Les Nouvelles Fantastiques, il me semble d'ailleurs. Et j'ai lu donc. Attendez, je vais vous retrouver le titre. L'Homme au sable. Je crois que j'ai lu L'Homme au sable. Et rien que ça me hype, hype, hype. Bref, je sais que j'avais gagné un très bon souvenir, il me semble. Parce que ça remonte à des lectures peut-être de collège, voire lycée, voire collège. Donc voilà, ça commence à remonter pour moi. Euh, donc voilà, de souvenirs, j'ai l'impression que c'était de la bonne cam. C'est pour ça que j'ai eu envie de tenter l'aventure. Est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire dans cette intro sur un peu les lectures à venir, les lives de gaming, tout ça? Ouais, je pense que ouais. Je peux vous dire aussi que les lives, de manière globale, risquent d'être pas mal chamboulés dans les semaines à venir. Je vais essayer au maximum de vous tenir au courant via les réseaux sociaux, notamment le lundi où je poste mon programme de la semaine à chaque fois sur Facebook, sur Twitter, sur Discord et sur Instagram. Je vais essayer de vous tenir au courant le plus justement possible, mais il y a des moments où ça va être un peu compliqué parce que moi-même je suis dans l'expectative et moi-même je ne sais pas bien ce qui va m'arriver. Donc, disons que je vais faire cela au mieux. Et puis ma foi, on va essayer de s'organiser comme ça, hein. Je vais juste essayer de vous prévenir quand je le peux. Et puis si des fois il y a des lives qui sautent, vous m'envoyez désolé. Je pense que au mois de novembre, on va repartir sur une. Alors je sais, c'est dans déjà 3 semaines, ça fait encore loin, mais bon. Euh, à partir de novembre, je pense qu'on repartira sur une cadence un peu plus régulière, un peu plus classique. Ceci dit, ça ne veut pas dire que je vais pas essayer d'intercaler des lives, que ce soit des lives de lecture, que ce soit des lives de gaming, que ce soit par exemple un live de gaming sur Songs of Nunu qui sort, il me semble, le 1er novembre, que j'ai très envie de jouer avec vous, le nouveau jeu de Riot Games. J'avais déjà fait avec vous Legends of Runeterra et je suis très fan de l'univers League of Legends, donc j'ai vraiment envie de découvrir ce jeu qui a l'air d'être un jeu un peu plateforme à l'ancienne, comme quand on était enfant. Donc ouais, ça me donne bien envie. Donc ça, j'aimerais le faire avec vous. Il y a plein de choses que j'aimerais faire avec vous. Continuer à trier ma bibliothèque et à discuter avec vous des bouquins que j'ai dans ma bibliothèque. Donc voilà, ce n'est pas parce que ça risque d'être chamboulé qu'il n'y aura absolument aucun live. C'est seulement que ça va être difficile pour moi de vous dire quand est-ce qu'il y aura des lives et quand est-ce qu'ils vont sauter. Voili voilou. Bien, maintenant que je vous ai prévenu, pardon, de cette j'ai pas le mot. Je n'ai pas le mot, ça m'agace. De cette séquence qui va être un peu perturbée. On va pouvoir se lancer dans ce qui nous intéresse ce soir, à savoir la fin de la lecture de 1 personne et 100 000. Je vous invite à vous installer, à prendre à boire, à manger, à vaquer à vos occupations en toute quiétude, chers amis. Santé à tous et à toutes. Et j'ai hâte de découvrir la fin de l'œuvre parce que l'œuvre dans sa globalité est déjà relativement singulière. Mais en plus, les tournants qu'ont pris l'histoire, notamment la dernière fois, m'ont assez étonné. Je l'avais pas vu venir comme ça. J'ai été un peu pris au dépourvu et je me demande vraiment comment l'histoire va se résoudre en si peu de pages. J'ai le sentiment qu'on va avoir spectacle de quelques événements tragiques. J'ai l'impression qu'il va peut-être y avoir un jugement, quelque chose comme ça, un procès ou un truc de cet ordre-là. On se demande vraiment ce qui va se passer avec ce revolver et ça fait un peu bader. Donc voilà, il y a des
il y a des zones d'ombre et je me demande vraiment où est-ce que ça va aller, étant donné que franchement ça a pris un virage énorme, je trouve. Euh, ouais, l'espèce de... Moi, je suis obligé de dire ça, mais ça me fait un peu penser au Joker et à Harley Quinn, hein. C'est-à-dire que Anna Rosa, qui est complètement en train de se marrer au comportement un petit peu limite de notre narrateur Moscarda, je suis en mode, est-ce qu'il sombre à deux dans la folie, quoi? Est-ce qu'il y a un truc comme ça? Donc, ou est-ce qu'au contraire, ils ont une vision de la vie aussi différente, mais valable? Mais bon, il y a quand même des choses qui deviennent un peu tendues, hein, on va pas se mytho. Donc, je suis très perturbé, je suis... Voilà, avec le narrateur qui dit ah bah ouais, en fait, j'avais jamais capté ça, mais en effet, peut-être que ma femme a raison, peut-être que les autres ont raison, et que en effet, j'éprouve quelque chose pour Anna Rosa. Je sais pas, ça part sur une piste que je n'aurais pas imaginé du tout. Mais plutôt que d'en bavarder, je vous propose de le découvrir directement sur les faits, directement de croire les paroles délivrées par la bouche du narrateur lui-même, ou plutôt de l'auteur, devrais-je dire. Hop, on va pouvoir changer de scène. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente écoute, que vous me suiviez en live sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Euh, je crois qu'on va avoir 3 parties de lecture assez courtes ce soir. Ouais, c'est ça. 3 parties assez courtes, mais grosso modo aux environs de 10 pages. Je vais vous lire 3 fois 10 pages, grosso merdo. Voilà, voilà. Allez, on est parti. Livre 7, suite et fin. Attendez, parce qu'après je refais une pause. Ok, je change. Livre 7, suite. Chapitre 6. Un évêque peu commode. Je me rendis donc à l'archevêché, chez monseigneur Partana. Le bruit courait à Riquieri qu'il avait été nommé évêque sur les instances, et grâce à la regrettable intervention de puissants prélats romains. Le fait est que, bien qu'à la tête du diocèse depuis quelques années, il n'avait encore réussi à gagner la sympathie ni la confiance de personne. Riquieri était habitué au faste, aux manières gaies et cordiales, à l'abondante munificence de son prédécesseur, sa défunte grandeur, MGR Vivaldi. Alors là, pour le coup, je ne sais pas. L'abréviation MGR, je ne la connais pas, je dois vous avouer. Ah bah c'est Monseigneur, ok. Désolé pour l'interruption. Je reprends la phrase. Riquieri était habitué au faste, aux manières gaies et cordiales, à l'abondante munificence de son prédécesseur, sa défunte grandeur, Monseigneur Vivaldi. Aussi fut-ce avec un serrement de cœur qu'on vit passer, pour la première fois, le squelette emmitouflé du nouvel archevêque, alors qu'il redescendait à pied du palais de l'archevêché, entre les 2 secrétaires qui l'accompagnaient. Un évêque à pied? Depuis le temps que l'archevêché se dressait comme une sombre forteresse au-dessus de la ville, les archevêques, sans exception, étaient toujours sortis dans un beau carrosse à 2 chevaux, avec harnais rouges et plumés. Mais en prenant possession de son siège épiscopal, monseigneur Partana, déclarant que l'épiscopat constituait une charge et non un honneur, avait licencié serviteurs, cuisiniers, cochers, équipages et valets, et instauré un régime de stricte économie, bien que le diocèse de Riquieri comptât parmi les plus riches d'Italie. Pour ses tournées pastorales, très négligées par ses prédécesseurs, mais qu'il entendait accomplir avec zèle aux dates prévues par la règle, malgré les chemins difficiles et le manque de communication, il se servait de voitures de louage, et au besoin, d'ânes et de mules. Je savais aussi, par Anna Rosa, que les religieuses des 5 couvents de la ville, excepté celles de la grande abbaye, à présent rendues caduques par l'âge, le détestaient pour les sévères mesures qu'à peine promu archevêque, il avait prises contre elles, c'est-à-dire la défense de continuer à fabriquer et à vendre des sucreries et du rossoli, ces délicieux gâteaux faits de miel et de pâte d'amande, décorés et enveloppés de fils d'argent. Ces bons rossolis qui fleuraient l'anis et la cannelle. Défense aussi de se livrer à des travaux de broderie, y compris les nappes d'autel et les vêtements sacerdotaux. Seul le tricot fut toléré. Enfin, interdiction d'avoir un confesseur particulier, mais ordre de s'adresser, toutes sans distinction,
aux prêtres de la communauté. Des dispositions particulièrement rigoureuses furent prises à l'égard des chanoines et des bénéficiaires de toutes les églises et de tous les ecclésiastiques en général, pour obtenir la stricte observance des devoirs religieux. Pareil évêque ne fait pas l'affaire de ceux qui ont voulu loger Dieu ailleurs qu'en eux-mêmes, en lui construisant au dehors une demeure d'autant plus belle qu'ils ont davantage à se faire pardonner. Pour moi, je n'en pouvais souhaiter de meilleur. Son prédécesseur, S.G. Monseigneur Vivaldi, bien vu de tous, abordable à tous, aurait sans doute cherché le moyen de tout concilier, en sauvant la banque et ma conscience, de manière à nous donner satisfaction à moi aussi bien qu'à Firbo, Quantorzo et aux autres. Mais je sentais qu'à présent, aucun accommodement ne m'était plus possible, ni avec moi-même, ni avec personne. Chapitre 7. Un entretien avec Monseigneur. Monseigneur me donna audience au palais épiscopal, dans la vaste salle de l'ancienne chancellerie. Mes narines conservent encore l'odeur de cette salle, au sombre plafond décoré de fresques, tellement poussiéreuse qu'on n'en distinguait plus rien. Les hautes parois au crépi jauni disparaissaient presque sous les vieux portraits de prélats, eux aussi souillés de poussière, quelques-uns de moisissures, suspendus çà et là, sans ordre, au-dessus d'armoires et d'étagères décolorées et vermoulues. Au fond de la salle, deux grandes fenêtres s'ouvraient tristement sur le néant d'un ciel voilé. Le vent violent qui venait de se lever secouait sans cesse les vitres, le terrible vent de Riccieri, qui souffle l'angoisse dans toutes les maisons. Il semblait par moments que les carreaux dussent céder sous la fureur hurlante du libeccio. Tout l'entretien entre Monseigneur et moi eut pour accompagnement sinistre de longues et lugubres plaintes, des sifflements aigus et déchirants, qui me donnaient de fréquentes distractions pendant que Monseigneur parlait. Jamais encore je n'avais senti peser sur moi, avec un trouble pareil, le regret de l'inanité de la vie et du temps. Je me souviens que par une des fenêtres, on apercevait la petite terrasse d'une vieille maison en face. Sur cette terrasse, un homme apparut tout à coup. Il avait dû se sauver de son lit avec l'idée folle de goûter à la volupté de voler. Il se tenait là, exposé au vent furieux. Sa couverture de laine rouge qu'il maintenait sur ses épaules, par ses bras en croix, flottait autour de son corps maigre, d'une maigreur repoussante. Et il riait, riait, ses yeux de possédé brillants de larmes, tandis que les longues boucles de sa chevelure rousse ondoyaient comme des langues de feu. Ébahi par cette apparition, je ne pus me retenir de la signaler à Monseigneur, interrompant un grave discours sur les scrupules de conscience où il s'était lancé, en se complaisant manifestement à sa propre éloquence. Monseigneur se retourna à peine pour regarder, et avec un de ces sourires onctueux qui font office de soupir, il dit « Ah oui, c'est un pauvre fou qui est là. » D'un tel ton d'indifférence, et comme une chose dont ses yeux avaient depuis si longtemps l'habitude, que j'eus la tentation de le faire sursauter en déclarant « Non, Monseigneur, pas là, ici. Le fou qui cherche à voler, c'est moi. » Je me contins et ne le dis pas. Au contraire, du même air indifférent, je demandai « Il n'y a pas de danger qu'il se jette de la terrasse ?»« Oh non, il est ainsi depuis bien des années, » répondit Monseigneur. « Un être inoffensif, inoffensif. » Alors, tout à fait sans le vouloir, je laissai échapper, comme moi. Monseigneur ne put s'empêcher de bondir. Mais la vue de mon visage placide et souriant le rassura. Je m'empressai de lui expliquer le sens de mes paroles. Moi aussi j'étais un inoffensif, pour M. Firbo et M. Quantorzo, pour mon beau-père, ma femme, et en somme, pour tous ceux qui voulaient me faire interdire. Monseigneur, rasséréné, reprit son discours sur les scrupules de conscience. Il lui paraissait très approprié à ma situation et, en tout cas, l'unique argument pouvant peser, en même temps que le prestige de son autorité personnelle, sur les intentions et les menées de mes ennemis. Le moyen de lui faire comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un cas de conscience, ainsi qu'il se le figurait, en le lui laissant entendre, j'aurais, du coup, passé pour fou à ses yeux aussi. Mon Dieu intérieur, qui voulait retirer l'argent de la banque afin que je ne fusse plus traité d'usurier, était un Dieu hostile à toutes les constructions. Par contre, le Dieu auquel je recourais pour implorer aide et protection était précisément celui qui construisait. Il me tendrait sans doute une main secourable pour me faire recouvrer ma fortune, mais à condition que je l'emploierais à édifier ne fût-ce qu'une demeure à la gloire d'un autre sentiment humain des plus respectables, je veux parler de la charité. Monseigneur, à la fin de notre entretien, me demanda avec solennité s'il n'interprétait pas mon propre désir. Je fus bien forcé de lui répondre que je n'en avais pas de plus cher.
Alors il agita une vieille petite sonnette d'argent qui se trouvait sur sa table. Un jeune séminariste blond et blême apparut. Monseigneur lui donna l'ordre d'introduire Don Antonio Sclepis, chanoine de la cathédrale et directeur du collège des Oblats, qui attendait dans l'antichambre, l'homme qu'il me fallait. Je connaissais ce prêtre surtout de réputation. J'étais allé une fois de la part de mon père lui remettre une lettre, là-haut, au collège des Oblats, qui s'élève non loin du palais épiscopal, au point culminant de la ville. Vaste édifice très ancien, carré et sombre à l'extérieur, tout corrodé par le temps et les intempéries, mais à l'intérieur, tout blanc, aéré et lumineux. On y recueille, de 6 à 19 ans, les orphelins pauvres et les enfants naturels de toute la province, pour leur enseigner divers arts et divers métiers. La discipline y est si sévère que lorsque ces malheureux oblats chantent leurs prières à matines et à vêpres, au son de l'orgue de la chapelle, ces cantiques entendus d'en bas attristent comme une plainte de prisonnier. À en juger par l'apparence, le chanoine Sclépis ne semblait pas animé d'un bien grand esprit de domination, ni d'une énergie tyrannique. C'était un prêtre long et maigre, presque diaphane, comme si, à la hauteur où il vivait, l'air et la lumière avaient non seulement décoloré, mais aussi raréfié la matière qui le composait. Ses mains graciles et tremblantes semblaient presque transparentes. Des paupières plus fines qu'une pelure d'oignon voilaient ses yeux clairs. Sa voix sans timbre, chevrotée, et un sourire vague amincissait ses longues lèvres blanches que reliait souvent un fil de salive. À peine entré, Monseigneur lui communiqua mes scrupules de conscience et mes intentions. Il se mit aussitôt à me parler avec volubilité, très familièrement, me tapant sur l'épaule et me tutoyant. Bien, mon fils, bien. Une grande douleur, j'approuve cela. Rends-en grâce au Seigneur. La douleur est l'instrument de ton salut, mon fils. Il faut être dur aux imbéciles qui ne veulent pas souffrir. Mais toi, pour ton bonheur, tu as beaucoup, beaucoup à souffrir. En pensant à ton père qui, le pauvre, a fait tellement, tellement de mal. Puisse cette pensée t'être un silice. Et laisse-moi le soin de lutter contre Mister Firbo. Contre Mister. Et laisse-moi le soin de lutter contre Monsieur Firbo et Monsieur Quantorzo. Ils ont voulu te faire interdire. Je me charge d'eux. Je quittai le palais épiscopal, convaincu que je finirais par l'emporter sur ceux qui demandaient mon interdiction. Mais cette certitude et les engagements auxquels je venais de souscrire avec l'évêque Esclépis me plongeaient dans un abîme d'incertitude infinie. Qu'adviendrait-il de moi, dépossédé de tout, sans état ni famille? Je m'arrête là pour le moment. On se marque une courte pause. Ok. C'est bizarre, j'ai l'impression, si je suis tout à fait honnête, j'ai l'impression que le texte est un peu déconstruit. J'ai l'impression, ça me donne comme l'impression que l'auteur il va beaucoup plus à l'aveugle, je sais pas vous dire. J'ai l'impression que, je sais pas, le fait qu'il ait écrit son texte de 1909 à 1923, alors après aussi le fait que je le sache joue peut-être dans la balance, mais le fait que l'écriture de ce texte se soit éparpillée sur autant d'années, et ben jusqu'à présent je trouvais qu'il y avait une certaine cohérence, une certaine homogénéité. Là je trouve qu'on va vraiment ailleurs, et là je trouve même qu'on va ailleurs dans la fin du livre 7 par rapport au début du livre 7. Ce qui fait que, je sais pas, ça me donne plus la sensation d'un auteur qui écrit les idées qui lui viennent sans trop savoir où il va là. Donc je vous avoue que je suis un chouïa déçu. Euh, je dirais pas que c'est mauvais, je continue à trouver ça cool, mais je sais pas, je trouve que je me sens un peu perdu. Je me sens un peu perdu parce que j'ai un peu l'impression que l'auteur lui-même est un peu perdu et que il y a quelque chose de beaucoup moins clair et beaucoup moins précis dans la manière dont il mène son récit, je trouve. Donc là, je vous avoue que ouais, toute l'histoire de l'église, c'est un peu venu comme ça d'un coup. L'histoire du revolver aussi, mais là, je me dis, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on parle plus du tout de ce qui s'est passé auparavant, quasiment. Là, c'est d'un seul coup, ah bah en fait, je vais voir mon seigneur, et puis après, je vais voir, comment il s'appelait? Skipis, un truc comme ça. Skipis. Enfin ouais, je sais pas, j'ai du mal à suivre là. Je vous avoue que j'ai beaucoup plus de mal à suivre. Bon, après, ça reste sympa, mais... Et puis, je m'excuse, comme d'habitude, mais là, c'est spécial encore plus. Euh,
pour les éventuelles prononciations un peu bizarres que je peux faire. Pour le coup, je ne savais pas du tout, j'ai appris quelque chose, que l'abréviation MGR voulait dire Monseigneur, je n'étais pas au courant. Et puis, désolé pour les prononciations un peu approximatives des noms propres italiens. Même des noms communs d'ailleurs, parce que tout à l'heure il y a eu un nom commun. Voilà, c'est l'italien, c'est pas une langue que je connais énormément. Je pense voir à peu près comment c'est censé se prononcer, mais rien n'est moins sûr. Donc voilà, je fais de mon mieux. Bon après le Mister à la place du monsieur, c'est parce qu'on a lu Jane Austen, alors du coup je m'étais habitué à dire Mister, je crois. Enfin bref, je ne me trouve pas d'excuses, mais il y a des excuses. Ok, comme je le disais, on n'a pas beaucoup de lecture ce soir, donc j'ai juste envie de continuer. Je suis très curieux de voir comment va se conclure ce livre 7 et comment va se conclure l'œuvre globalement de toute façon. Je vous avoue que là, je vois pas bien où est-ce qu'on va, quoi. En fait, c'est ça, c'est. J'ai l'impression qu'on est dans un couloir et je vois pas comment on va mettre fin à ce couloir, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin à ce couloir. Donc je suis très curieux de voir quel sera le dénouement. Bon, allez, terminons le livre 7. Bonne écoute à tous ceux qui me suivent en live et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À dans quelques minutes pour la dernière pause de ce soir. On est y part. Livre 7, suite et fin. Chapitre 8. Dans l'attente. Pour le moment, il ne me restait qu'Anna Rosa. Elle me demandait de lui tenir compagnie durant sa maladie. Son pied bandé la retenait au lit, et elle disait qu'elle ne se lèverait jamais plus, si, comme le craignaient encore les médecins, elle était condamnée à boiter. La pâleur et la langueur de cette longue indisposition l'avaient parée d'une grâce nouvelle, différente de celle d'autrefois. La lumière de ses yeux se faisait plus intense, presque sombre. Elle se plaignait d'insomnie. Au matin, l'odeur de ses épais cheveux noirs, un peu secs et frisés, qu'elle trouvait dénoués et ébouriffés sur son oreiller, lui donnait une suffocation. Elle aurait voulu les faire couper, n'était sa répugnance à sentir des mains de coiffeur sur sa tête. Elle me demanda un matin si je ne saurais m'acquitter moi-même de cette tâche. Ma réponse embarrassée la fit rire. Puis elle remonta sur son visage le bord de son drap, et demeura ainsi un long moment, la face cachée, en silence. Les formes provocantes de son corps de vierge mûre se dessinaient sous la couverture. Je savais par Dida qu'elle avait déjà 25 ans. Certes, en demeurant ainsi le visage caché, elle pensait manifestement que toute mon attention se concentrerait sur son corps. Elle voulait me tenter. Dans la pénombre de la chambre rose en désordre, le silence même semblait conscient de la vaine attente où se consumait cette créature bizarre, dont les aspirations fugaces vers la vie n'avaient jamais pu prendre forme ni consistance. J'avais deviné que tout ce qui offrait un caractère de durée, de stabilité, lui était insupportable. Chacun de ses actes, chaque désir ou chaque pensée qui naissait en elle, à un instant donné, était, l'instant d'après, bien loin d'elle. Et s'il lui arrivait de s'y sentir encore rattachée, elle tombait dans des accès de colère, des éclats frénétiques, et jusqu'à des emportements désordonnés. Sa personne physique seule semblait lui plaire toujours, bien que parfois elle s'en montrât mécontente, disant au contraire qu'elle la haïssait. Mais elle en examinait continuellement dans la glace toutes les parties et tous les traits. Elle essayait les diverses attitudes, les expressions variées dont étaient capables ses yeux intenses, vifs et brillants, ses narines frémissantes, ses lèvres rouges, dédaigneuses, ses mâchoires d'une extrême mobilité. Fantaisie d'actrice, dont elle ne pensait pas tirer parti au cours de sa vie, sinon par jeu momentané de coquetterie ou de provocation. Un matin, je la vis essayer et étudier dans le miroir à main posée à sa portée sur son lit un sourire compatissant et tendre, avec pourtant une expression de malice presque enfantine au fond des yeux. J'eus un mouvement de révolte en la voyant répéter à mon intention ce sourire, comme s'il venait d'éclore à l'instant spontanément pour moi. Je lui dis que je n'étais pas son miroir. Mais, sans s'offenser, elle me demanda si ce sourire était pareil à celui qu'elle venait d'étudier dans sa petite glace. Agacé de son insistance, je lui répondis. Qu'en saurais-je? Je ne puis savoir comment il vous est apparu. Faites faire votre photographie avec ce sourire. J'en ai une, me dit-elle.
Une grande, là, dans le tiroir sous l'armoire. Ayez l'obligeance de me la donner. Le tiroir était, en effet, rempli de photographies. Elle m'en montra un grand nombre, anciennes et récentes. Toutes sont mortes, lui dis-je. Elle se retourna brusquement et me regarda. Morte? Aussi morte qu'elle s'efforce de paraître vivante. Même celle-ci, qui sourit? Et celle-là, pensive, et celle-là, aux paupières baissées. Mais comment morte, puisque je suis vivante? Ah, vous, oui, parce qu'en ce moment, vous ne vous voyez pas. Mais devant votre miroir, dans l'acte de vous mirer, vous cessez de vivre. Et pourquoi? Parce qu'il vous faut suspendre un instant votre vie pour vous voir vivre, comme devant un appareil photographique. Vous vous figez dans une attitude, et se figer, c'est devenir statue pour un instant. La vie est en perpétuel mouvement, et ne peut jamais s'arrêter pour se contempler. Alors moi qui vis, je ne me suis jamais vu, jamais tel que vous m'apparaissez. Mais l'image que je me fais de vous m'appartient en propre. Elle diffère certainement de la vôtre. Peut-être aurez-vous entrevu la vôtre, à peine, sur quelque instantané photographique. Mais vous aurez sans doute éprouvé une surprise désagréable, ou même de la difficulté à reconnaître votre effigie, dans la décomposition du mouvement. C'est vrai. Vous ne pouvez vous connaître que figée, statue, non vivante. Quand on vit, on est occupé à vivre, et l'on ne se voit pas. Se connaître, c'est mourir. Vous passez votre temps à vous contempler dans cette glace parce que vous ne vivez point. Vous ne savez ou vous ne voulez pas vivre. Cherchant trop à vous connaître, vous oubliez de vivre. Mais pas du tout. Je ne peux jamais me tenir un instant immobile. Néanmoins, vous cherchez toujours à vous voir, au cours du moindre acte de votre vie. C'est comme si vous aviez toujours sous les yeux votre propre image, dans chacun de vos gestes, dans chacun de vos mouvements. Et c'est peut-être de là que provient votre état d'impatience perpétuelle. Vous n'admettez pas que vos sentiments soient aveugles. Vous les forcez à ouvrir les yeux et à se regarder dans le miroir que vous leur tendez constamment. Et un sentiment qui se voit se pétrifie. Il est impossible de vivre devant un miroir. Gardez-vous de jamais prendre conscience de votre image. Vous ne réussirez jamais à vous connaître tel que vous voient les autres. Et alors, qu'importe de se connaître pour soi seul? Vous en viendriez à ne plus même comprendre pourquoi l'Anna Rosa que vous renvoie votre miroir est forcément vous. Elle resta longtemps perdue dans ses réflexions, les yeux fixes. Je suis sûr qu'à la suite de ce discours, et après tout ce qu'elle savait déjà de l'angoisse où se débattait mon esprit, elle aussi, tout comme moi, eut la vision inimitée, et d'autant plus effrayante qu'elle est plus lucide, de notre irrémédiable isolement. Chaque objet s'environnait de solitude. Et peut-être ne vit-elle plus de motif de se préoccuper de son visage, puisqu'elle-même, dans cette solitude, ne pourrait le voir vivre, alors que les autres du dehors lui prêtaient un aspect inconnu d'elle. Tout son orgueil sombrait. Voir les choses et ignorer à jamais comment d'autres yeux les voient. Parler pour ne pas s'entendre. Il était désormais inutile d'avoir une valeur pour soi. Aucune vérité ne subsistait, puisque aucune chose en soi n'était vraie. Chacun la considérait comme telle, à sa manière, pour en peupler son désert, et pour donner une consistance quelconque, jour par jour, à sa vie. Assise au pied de son lit, offrant un aspect inconnu de moi, ignoré d'elle, j'étais là, naufragé dans sa solitude, et elle dans la mienne, là, devant moi, couchée, avec son regard fixe, infiniment lointain, pâle, le coude appuyé sur l'oreiller et soutenant de la main sa tête ébouriffée. Tout ce que je lui disais lui inspirait à la fois un invincible attrait et une sorte de répulsion. Parfois même, une haine que je voyais flamber dans ses yeux pendant qu'elle m'écoutait avec avidité. Elle exigeait pourtant que je continuât à lui communiquer tout ce qui me traversait l'esprit, images, pensées. Et j'en venais à parler presque sans réfléchir, ou plutôt ma pensée s'exprimait d'elle-même comme mue par le besoin de se détendre et de se libérer de sa torturante tension. De votre fenêtre, vous regardez le monde. Vous le croyez tel qu'il vous apparaît. En bas, les gens traversent la rue, infime, coupant le champ de votre vision qui, de la hauteur où vous êtes, vous semble vaste. Comment ne croiriez-vous pas à son étendue, puisqu'un ami, passant à ce moment, ne vous apparaîtra pas, vu d'aussi haut, plus grand que votre doigt? Mais si vous aviez l'idée de l'appeler et de lui demander « Quel effet te fais-je à cette croisée ?» vous n'y songez pas, car vous ne réfléchissez pas à l'image qu'à ce même moment les passants se font de votre fenêtre et de vous-même qui y êtes appuyé. Un effort serait nécessaire pour vous libérer de vos idées préconçues sur la réalité des autres, ceux de la rue, qui s'agitent un instant dans le vaste champ de votre vision,
Mais vous ne l'accomplissez pas, parce que vous ne soupçonnez pas l'image qu'à leur tour leur suggère cette fenêtre, une parmi tant d'autres, toute petite, étant placée si haut et vous, minuscule, appuyez là, remuant votre petit bras. Elle se vit dans ma description, toute petite à une haute croisée, le bras levé, et se mit à rire. Fulguration d'éclairs. Puis, de nouveau, le silence retombait dans la chambre. De temps en temps apparaissait comme une ombre la vieille tante avec qui Anna Rosa habitait. Grasse, apathique, avec de gros yeux d'un bleu terni qui louchaient affreusement. Elle s'arrêtait un peu sur le seuil, dans la pénombre liquide de la chambre, ses mains pâles et gonflées croisées sur son ventre. Elle semblait un monstre d'aquarium. Sans proférer un mot, elle s'en allait. De toute la journée, Anna Rosa ne lui adressait guère la parole. Elle avait l'habitude de vivre repliée sur elle-même, sur son propre fond, lisant, rêvassant, mais toujours exaspérée par ses lectures aussi bien que par ses rêveries. Avant sa maladie, elle sortait faire des emplettes ou visiter quelques amis, mais toutes lui paraissaient sottes et futiles. Elle se plaisait à les étonner, puis, rentrée chez elle, le dégoût et la lassitude la gagnaient. Elle devait sans doute à la lecture des livres scientifiques de son père, médecin, la répugnance invincible qui l'envahissait brusquement à certaines allusions. Elle disait qu'elle ne se marierait jamais. J'ignore l'idée qu'elle se faisait de moi. Certes, elle m'observait avec un intérêt extraordinaire, tel que je lui apparaissais ces jours-là, accablé par mes pensées et dans l'incertitude de tout. Cette incertitude en moi qui fuyait toute limite, qui refusait tout soutien, et désormais me retirait instinctivement de toute forme consistante, comme la mer se retire du rivage, cette incertitude flottant dans mes yeux attirait invinciblement Anna Rosa, mais parfois aussi, en l'observant, j'avais l'impression singulière de lui paraître plutôt comique. En somme, il était assez risible de voir au pied de son lit un homme dans cet incroyable état d'esprit, ainsi déchiré, détaché de tout, et qui ne savait comment il pourvoirait à sa subsistance lorsque, ayant récupéré l'argent de la banque par l'entremise de Sclépis, il aurait à s'en dépouiller en s'affranchissant de tout. Car elle ne doutait pas qu'en fou accompli, j'en arriverais aux conséquences extrêmes. Elle s'en amusait beaucoup, et ressentait une pointe d'orgueil, fière d'avoir deviné au cours des discussions avec ma femme, sinon ma façon d'agir actuelle, du moins le fait que j'étais en tout cas un homme peu commun, différent des autres, et capable d'une action extraordinaire. C'était pour prouver aux autres, et à ma femme en particulier, la justesse de son jugement qu'elle m'avait fait chercher en toute hâte, désirant m'informer de ce qui se tramait contre moi, et me décider à aller voir mon Seigneur. À présent, elle se déclarait satisfaite de moi en me voyant là, au pied de son lit, calme et serein. Du moins se le figurait-elle, et dans l'attente de ce qui allait arriver, ne me souciant plus de rien, ni de personne. Ce fut pourtant elle qui voulut me tuer, et précisément à l'instant où, de ce contentement que je lui inspirais et qui la faisait un peu sourire, elle passa à une profonde pitié envers moi, comme pour répondre fascinée à celle qu'elle lisait dans mes yeux alors, qu'elle m'apparaissait comme à travers le recul d'un temps immémorial. Je ne sais au juste comment cela arriva. Quand, la regardant du fond de cette distance, je lui dis des mots dont je ne me souviens plus, des mots où elle devait sentir passer mon ardent désir de donner ma vie entière, de donner tout ce que je pouvais être, afin de devenir à ses yeux celui qu'elle aurait pu souhaiter, et pour moi véritablement personne. Personne. Je sais que, de son lit, elle me tendit les bras. Je sais qu'elle m'attira vers elle. Mais je roulai du lit, aveuglé, grièvement blessé à la poitrine par le petit revolver qu'elle gardait sous son oreiller. Les raisons qu'elle donna par la suite pour se disculper doivent être vraies. Elle fut poussée à me tuer par l'horreur instinctive, subite, de l'acte vers lequel l'entraînait la fascination étrange qu'exerçait sur elle tout ce que je lui avais dit ces jours derniers. Et c'est la fin du livre 7, les amis. On se marque une courte pause. Ah, je viens de me boucher l'oreille, c'est si désagréable. Ça m'arrive trop souvent en ce moment, en live. Terrible. Ok. Eh ben, je m'étais pas du tout attendu à ça. Je m'étais pas du tout attendu à ça pour le coup. Je m'étais attendu à des événements tragiques, mais je m'étais attendu à ce que soit le narrateur, soit Anna Rosa
se donne la mort en fait. Mais par contre, que Anna Rosa tire sur Moscarda, ça je l'ai pas vu venir, je vous avoue. Je l'ai pas vu venir. Et l'explication donnée en toute fin de chapitre est très intéressante, je trouve. Les explications dont il dit qu'elles doivent être vraies. Je trouve ça ultra intéressant. Parce que ce côté fascination, je vois exactement de quoi il veut parler. Je trouve qu'il y a vraiment ça dans la fascination. La fascination, on dit souvent fascination, enfin, on peut employer l'expression fascination morbide. Je pense que c'est. Ou curiosité morbide. Moi, je pense que dans la fascination, il y a déjà cet aspect-là, quoi. Pour moi, fasciner, c'est être tellement. Comment dire? En fait, c'est être à la fois extrêmement intéressé et à la fois être extrêmement décontenancé et potentiellement négativement, quoi. Euh, donc, je comprends complètement ce qu'il veut dire par la fascination que peuvent provoquer son état d'esprit et ses paroles sur Anna Rosa. D'ailleurs, le dialogue qu'il y a eu entre lui et elle, où il présente un peu sa manière de voir les choses, ultra intéressant, je trouve. Ultra intéressant sa vision du fait de quand on se regarde, on arrête de vivre et ainsi de suite. Je dirais même que au-delà de l'acte physique de, de se regarder dans le miroir, je dirais que c'est aussi une métaphore. C'est-à-dire que est-ce que quelque part, quand on n'est pas en train de se poser des questions constamment sur ce qu'on est en train de faire, on n'est pas en train de, entre guillemets, gâcher le moment, entre guillemets, ne pas se laisser vivre, comme on peut entendre souvent l'expression. C'est grave intéressant. En tout cas, c'est une réflexion grave intéressante. Je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord, mais c'est une réflexion intéressante et la manière dont il la présente est intéressante également. Euh, et en fait, c'est marrant parce que euh, même si ce qu'il dit peut avoir un sens philosophique, je comprends aussi en quoi ça peut être un discours déviant et un discours qui peut faire peur, quoi. Euh, à la fois, je trouve que c'est un discours qui peut être libérateur, à la fois, c'est un discours qui peut faire peur. En fait, bien souvent, je trouve que les idées ne sont pas bonnes ou mal en soi. Alors là, je fais des généralités, bien sûr, il y a du cas par cas à faire, hein. Mais c'est vrai que il arrive assez fréquemment que, je vous ai déjà donné cet exemple extrêmement souvent, il me semble, mais que des personnes pensent la même chose et la même philosophie sur quelque chose, et pourtant les effets vont pas être du tout similaires, les conséquences vont pas du tout être similaires. Par exemple, je vais prendre mon exemple fétiche, on va dire, la comment dire, la fascination pour l'infini, et du coup un peu ce sentiment de on n'est rien par rapport à l'infini, on n'est rien dans l'immensité de l'univers et tout ça. Chez certaines personnes, ça déclenche de l'angoisse. Moi, pour moi, ça déclenche de l'intérêt, de l'excitation, et même, ça me rassure. Donc, en fait, c'est ça, c'est vraiment le discours de Moscarda. Moi, personnellement, par exemple, je trouve qu'il a du sens et qu'il n'est pas forcément négatif, et je le trouve intéressant. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire qu'il me rassure, mais en tout cas, il me fait pas me sentir mal. Mais qu'il puisse se faire sentir mal Anna Rosa, qui se sent happée comme ça dans une sorte de fascination morbide, où entre guillemets elle a peut-être le sentiment qu'elle est en train de se sentir glisser vers quelque chose qui va pas lui aller, qui va pas lui convenir, qui va peut-être lui faire du mal, qui va peut-être la faire souffrir, etc. Et que du coup instinctivement, bah, elle tire sur Moscarda. Et bah je le comprends aussi, même si bon, je ne comprendrai jamais que quelqu'un tire sur quelqu'un entre guillemets, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Son, ce que je comprends, c'est sa fascination et son mouvement de prise de conscience et de recul, entre guillemets, de voilà, je suis en train de tomber dans un truc qui peut être toxique pour moi ou qui peut être néfaste ou un truc comme ça, quoi. Donc, globalement, je trouve ça hyper intéressant, hyper inattendu, mais vraiment, vraiment sympa. Du coup, j'ai encore plus hâte de voir toute la fin de l'œuvre.
de voir le chapitre 8, qu'est-ce qui va se dire. Chapitre 8, dont je vais vous faire la lecture dans son intégralité d'une traite sans plus attendre. Hop, je change le titre du live. J'en ai assez d'avoir l'oreille bouchée, s'il vous plaît. C'est désagréable pour parler, pour lire. Je comprends pas que ça m'arrive seulement en live. C'est très bizarre. Parce que franchement, il y a des choses qui m'arrivent en live dont j'ai pas souvenir à aucun autre moment de ma vie. Alors je sais pas si c'est lié à... Si ça se trouve, c'est des... Si ça se trouve... Si ça se trouve, j'ai l'impression de pas être stressé. Et si ça se trouve, c'est des symptômes de stress. J'en sais rien. Je sais pas si c'est possible. Mais genre avoir l'oreille bouchée, ça m'arrive quasi jamais. Alors après, ça peut s'expliquer aussi par le fait que forcément, quand je fais une lecture, je parle longtemps en essayant d'avoir une élocution correcte et tout. Enfin bref. Donc forcément, ça peut avoir des... Ça peut avoir des recoupes dans le reste de mon corps, c'est sûr. Dans le reste de mon appareil phonatoire, etc. Euh, Par contre, ouais, c'est marrant quoi. Ça m'arrive toujours en live, j'ai ça, j'ai. Le truc qui m'arrive beaucoup, beaucoup en live, c'est de me gratter frénétiquement le nez, comme si j'avais une allergie. C'est trop bizarre. Bref. Si ça se trouve, je suis faussement serein. Je sais pas. C'est bizarre, j'ai quand même l'impression d'être plutôt à l'aise en live, mais bon. Bref. Trêve de bavardage. On change de setup. Et cette fois-ci, je vous lis jusqu'au bout de l'œuvre, qui s'arrête très très vite. Donc je suis vraiment choqué, je comprends pas comment va se finir cette histoire. Bref, découvrons-le ensemble. Bonne écoute à ceux qui me regardent en live sur Twitch, bonne écoute à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. J'essaie de me déboucher l'oreille avant de commencer, mais ça ne marche pas. On est parti, à tout à l'heure pour l'outro. Livre 8. Chapitre 1. Le juge prend son temps. En général, on ne reproche pas à la justice d'être trop expéditive. Le juge, chargé d'instruire le procès d'Anna Rosa, honnête par tempérament et par principe, tint à se montrer extrêmement scrupuleux et perdit des mois et des mois pour établir les faits, comme on dit, après avoir recueilli bien entendu des données et des témoignages précis. Au cours du premier interrogatoire qu'on me fit subir après mon transport immédiat de la chambre d'Anna Rosa à l'hôpital, il n'avait pas été possible de m'arracher un seul mot. Par la suite, quand les médecins m'autorisèrent à parler, ma première réponse embarrassa non seulement ceux qui m'interrogeaient, mais moi-même. Voici. Anna Rosa, dans son lit, avait commencé par me tendre les bras. Puis, une brusque impulsion l'ayant fait passer de la pitié à la fureur, elle avait accompli sa tentative de meurtre avec une telle rapidité que moi, en qui le voisinage de son corps provoquant avait aboli toute faculté d'observation, je n'avais eu ni le temps ni la possibilité de remarquer comment elle avait retiré le revolver de dessous son oreiller. Ce fut donc en toute sincérité que, ne pouvant encore admettre qu'elle eût voulu me tuer après m'avoir attiré vers elle, je donnai l'explication qui me parut la plus plausible. C'est que les deux blessures, la mienne comme celle qu'elle s'était faite au pied, étaient dues à un simple accident. En m'efforçant de soulever la malade qui me demandait de l'asseoir dans son lit, j'avais sans doute heurté et fait partir ce revolver que, par une fâcheuse habitude, elle s'obstinait à garder sous son oreiller. Seule cette dernière partie de ma réponse recelait un mensonge, dicté par le devoir. Mais celui à qui je la fis, la jugeant cynique et fausse d'un bout à l'autre, m'adressa une remontrance sévère et me notifia que, par honneur, la justice était déjà en possession des aveux complets de la meurtrière. Cédant alors au besoin irrésistible de prouver ma sincérité, j'eus la candeur de laisser percer avec ma surprise une vive curiosité de connaître le mobile de l'attentat. Pour toute réponse, je fus tancé d'importance. « Ah, vous vouliez simplement la faire asseoir dans son lit. » Je demeurai anéanti. Peut-être la justice avait-elle déjà recueilli la déposition de ma femme, qui à la suite de ces faits flagrants avait pu attester en toute conscience l'ancienneté de mon amour pour Anna Rosa. Le juge d'instruction aurait donc acquis la conviction qu'Anna Rosa avait essayé de me tuer pour échapper à une brutale agression, si Anna Rosa elle-même n'avait affirmé, sous la foi du serment, que je ne m'étais livré à aucune tentative contre elle, mais qu'elle avait subi la fascination involontaire de mes singulières réflexions sur la vie, fascination si grande que, pour s'y soustraire,
elle en était venue à commettre cette folie. Le juge scrupuleux, ne se contentant pas du sommaire aperçu qu'Anna Rosa avait pu lui donner de mes considérations sur la vie, crut de son devoir de se renseigner plus à fond, et voulut s'entretenir en personne avec moi. Chapitre 2. La couverture de laine verte. On m'avait ramené de l'hôpital chez moi sur une civière, et, déjà entré en convalescence, j'avais quitté le lit, et je passais mes journées béatement étendu sur un fauteuil près de la fenêtre, les jambes roulées dans une couverture de laine verte. Comme en état d'ivresse, mes pensées divaguaient dans un néant de rêve tranquille et suave. Le printemps était de retour, et les premières tiédeurs du soleil me causaient une langueur ineffable. Je redoutais, un peu comme une blessure, la douceur de l'air limpide et neuf qui entrait par la fenêtre à demi close, et me mettait à l'abri de ses effluves. Mais de temps en temps, je levais les yeux pour contempler ce vif azur de Mars, traversé par l'allégresse de nuages lumineux. Puis je regardais mes mains exsangues, encore tremblantes. Je les abaissais sur mes jambes et, du bout des doigts, je caressais légèrement le duvet vert de cette couverture de laine. J'y croyais voir la campagne, une immense étendue de blé. J'éprouvais une jouissance heureuse à cette caresse, à me sentir réellement au milieu de tout ce blé. J'avais l'impression d'être si loin de tout, si privé de mémoire, que mon cœur se serrait d'angoisse, une angoisse infiniment douce. Ah, se perdre, s'étendre et s'abandonner ainsi, dans l'herbe au silence du ciel, s'emplir l'âme de tout ce vide azuré en y laissant sombrer toute pensée, tout souvenir. Ce juge pouvait-il tomber plus mal à propos? Je vous le demande. À la réflexion, je souffre de penser que ce jour-là, il m'a peut-être quitté avec l'impression que je voulais me moquer de lui. Il y avait en lui de la taupe avec ses deux petites mains toujours levées près de la bouche, et ses petits yeux de plomb mi-clos qui n'y voyaient presque pas. Contrefait de toute sa petite personne mal vêtue, une épaule plus haute que l'autre. Dans la rue, il allait de biais, à la manière des chiens, bien que tout le monde déclarât qu'au moral nul ne marchait plus droit que lui. Mes considérations sur la vie. Ah, monsieur le juge, lui dis-je, croyez-moi, il n'est pas possible que je vous les répète. Regardez, regardez ici. Et je lui montrai la couverture de laine verte, en y passant délicatement la main. Vos fonctions consistent à recueillir et à coordonner les éléments dont se servira demain la justice pour rendre ses sentences. Et vous venez me demander, à moi, mes considérations sur la vie, celles qui ont poussé l'inculpé à me tuer? Si je vous les disais, monsieur le juge, ce n'est plus moi que vous voudriez tuer, mais vous-même, par remords d'avoir pu exercer pendant tant d'années votre charge. Non, non, je ne vous les dirai pas, monsieur le juge. Il serait même bon que vous vous bouchiez les oreilles, afin de rester sourd au fracas de la rafale qui s'abat sur les digues. Ces digues dressées au-delà des limites quand, bon magistrat, vous vous êtes tracés et imposés à l'usage de votre conscience tellement scrupuleuse. Elles pourraient crouler, vous savez, dans une tempête, comme celle qui a secoué mademoiselle Anna Rosa. Quelle tempête? Eh bien, mais celle du grand torrent de la vie, monsieur le juge. Vous l'avez canalisée dans les affections et les devoirs que vous vous êtes imposés, les habitudes que vous vous êtes tracées. Mais vienne la crue, monsieur le juge, et le torrent déborde, déferle et emporte tout. Je le sais. Pour moi, tout est submergé, monsieur le juge. Je me suis jeté à l'eau et à présent je nage. Je nage. Et déjà, je suis si loin. Je ne vous vois presque plus. Portez-vous bien, monsieur le juge. Bonsoir. Il restait là, abasourdi, à me regarder, comme on regarde un malade incurable. Espérant le faire changer d'attitude, je lui souris. Je soulevai des deux mains la couverture de mes jambes et la lui montrai encore une fois en lui demandant gracieusement: Mais pardon, en vérité, ne vous semble-t-elle pas belle, cette couverture de laine, d'un si beau vert? Chapitre 3. Soumission. Je me consolai en réfléchissant que tout ceci faciliterait l'acquittement d'Anna Rosa. Mais d'autre part, il y avait Sclépis, qui accourut à plusieurs reprises pour me dire en tremblant de tous ses membres que je rendais de plus en plus difficile sa mission de me sauver. Se pouvait-il que je n'eusse pas conscience de l'énorme scandale suscité par mon aventure dans l'instant même où j'aurais dû prouver que j'avais plus que quiconque la tête solide? N'avais-je pas démontré, au contraire, que l'indignité de ma conduite justifiait le retour de ma femme chez son père? Je la trompais et n'avais protesté contre ma réputation d'usurier que pour me faire valoir aux yeux d'une jeune fille exaltée.
Et cette passion coupable m'aveuglait à tel point que j'avais voulu et m'obstinais à vouloir ruiner les autres et moi-même, comme si ce sentiment criminel n'avait pas failli me coûter la vie. Désormais, en présence de l'indignation générale, Sclépis se trouvait forcé d'admettre mes déplorables fautes et ne voyait plus d'autre moyen de salut que dans ma confession publique. Cependant, pour que mes aveux ne constituent pas un danger, il me fallait manifester, comme un besoin impérieux de mon âme, les signes héroïques d'un repentir qui donnerait à Sclépis la force et le courage de demander aux autres le sacrifice de leurs intérêts. Je ne faisais qu'acquiescer de la tête à tout ce qu'il me disait, sans chercher à démêler jusqu'à quel point ce qui était uniquement de l'argumentation dialectique se transformait, au fur et à mesure qu'il s'échauffait, en convictions sincères et réelles. Certes, il semblait de plus en plus satisfait, mais peut-être se demandait-il avec quelque trouble si cette satisfaction lui était inspirée par un sentiment de charité pure, ou par la conscience de sa propre intelligence. Il fut décidé que je donnerais un exemple solennel de repentir et de renoncement, en faisant abandon de tout, y compris ma maison et mes autres biens. En outre, je consacrerais la part qui me reviendrait après la liquidation de la banque à la fondation d'un hospice pour les pauvres, avec annexe culinaire économique fonctionnant toute l'année, non seulement au profit des hospitalisés, mais aussi des autres indigents. De plus, un vestiaire serait affecté aux deux sexes pour un nombre annuel déterminé de nécessités de tout âge. Je prendrais moi-même logement dans cet asile, n'y jouissant d'aucun privilège particulier, couchant dans un hamac comme un mendiant, mangeant ma soupe dans une écuelle de bois et revêtu de l'habit de la communauté approprié à mon sexe et à mon âge. Ce qui me chagrinait le plus, c'est que cette soumission totale serait interprétée comme un acte de contrition, alors que si je me dépouillais ainsi, si je ne m'opposais à rien, c'est que désormais tout ce qui offrait un sens et une valeur pour autrui m'apparaissait comme infiniment lointain. Et non seulement j'étais détaché de moi-même et de toute chose qui fût mienne, mais j'éprouvais l'horreur de rester quelqu'un, qui que ce fût, en possession de quoi que ce fût. Ne souhaitant plus rien, je n'avais plus qu'à me taire. Et je demeurais silencieux, à regarder et à admirer le vieux prélat diaphane qui, lui, savait tellement vouloir, et exercer sa volonté avec un art aussi subtil, non pas tant pour des fins qui lui fussent utiles et particulières, ni même pour venir en aide à son prochain, que pour le mérite qui en rejaillirait sur cette maison de Dieu, dont il était le serviteur le plus fidèle et dévoué. Voilà, pour soi, n'être personne. Peut-être était-ce en suivant cette voie qu'on devenait quelqu'un pour tous. Mais ce prêtre avait trop l'orgueil de son pouvoir et de son savoir. Tout en vivant pour les autres, il voulait encore être quelqu'un par soi, bien distinct des autres par sa science et sa puissance, et aussi par la fidélité la plus éprouvée et le zèle le plus fervent. C'est pourquoi, en le regardant, je continuais à l'admirer, mais en même temps il me faisait peine. Chapitre 4 qui ne conclut pas. Anna Rosa devait être acquittée. Mais je crois que son acquittement doit être attribué en partie à l'hilarité qui secoua la salle entière du tribunal lorsqu'appelé à faire ma déposition, on me vit comparaître avec le bonnet, les sabots et la camisole bleue de l'hospice. Je ne me regarde plus dans une glace, et il ne me vient même pas à l'idée de chercher à connaître mon visage ni l'aspect que je peux présenter. On me trouva bien changé sans doute, et bien comique, à en juger par la surprise et les rires qui saluèrent mon entrée. Néanmoins, tous continuèrent à m'appeler Moscarda, bien que l'appellation de Moscarda eût certainement pour chacun une signification aussi variée qu'autrefois. Ils auraient vraiment pu épargner à ce pauvre disparu, barbu et souriant, en sabots et en camisole bleue, l'obligation pénible de se retourner encore à ce nom, comme si vraiment il lui appartenait. Plus de nom. Aujourd'hui, plus aucun souvenir du nom d'hier, ni demain de celui d'aujourd'hui, puisque le nom détermine la chose, puisque un nom est en nous le concept de toute chose placée hors de nous. Sans appellation, toute conception devient impossible, et la chose demeure en nous comme aveugle, imprécise et confuse. Ce nom que j'ai porté parmi les hommes, que chacun le grave, épigraphe funéraire, sur l'image qu'il garde de moi et qu'il la laisse en paix, à jamais. Un nom n'est qu'une épigraphe funéraire, il convient aux morts. À qui a conclu? Je suis vivant, et je ne conclus pas. La vie ne conclut pas, et elle ignore les noms. Cet arbre, respiration palpitante des feuilles nouvelles. Je suis cet arbre, l'arbre, le nuage.
Demain, je serai le livre ou le vent, le livre que je lis, le vent que je bois, extériorisé, vagabond. L'hospice s'élève en pleine campagne, en un lieu riant. Je sors chaque matin à la pointe du jour, parce qu'à présent je veux que mon esprit s'imprègne de la fraîcheur de l'aube, à l'heure où toutes les choses se dévoilent à peine et se souviennent encore des rigueurs de la nuit, avant que le soleil ne sèche leur haleine humide et ne les éblouisse. Là-bas, ces nuages chargés d'eau, lourds poids de plomb massés sur les montagnes livides, font paraître plus large et plus clair, dans le grain de l'ombre encore nocturne, la verte étendue de ciel. Et là, ces brins d'herbe, ployant sous l'eau, fraîcheur vive des berges. Et ce petit âne, resté au serein toute la nuit, qui à présent regarde avec ses yeux voilés et ses brous, dans ce silence si proche, qui peu à peu lui semble s'éloigner et s'emplir de la clarté environnante. Et la lumière inonde les campagnes engourdies et désertes. Et ces charrettes, entre le noir des haies et la dégradation des murs, qui demeurent immobiles sur leurs ornières déchirées. L'air est neuf. D'instant en instant, chaque chose se ranime pour apparaître. Je détourne les yeux de tout ce qui est appelé à s'immobiliser et à mourir. C'est à ce seul prix que je puis vivre désormais. Renaître, d'instant en instant. Empêcher en moi le travail de la pensée qui échafaude le néant des constructions vaines. La ville est loin. Par moments, dans le calme du soir, le son des cloches m'arrive. Maintenant je les entends, non plus en moi, mais hors de moi, sonner pour elles-mêmes. Peut-être est-ce de joie qu'elles frémissent, entre les parois de leur cavité bourdonnante, sous le ciel bleu qu'illumine un soleil tiède encore, parmi les cris perçants des hirondelles, baignés des vents qui déferlent chargés de nuées, hautes et pesantes dans leurs campaniles aériens. Penser à la mort, prier. Il est des âmes pour qui ce besoin existe encore, et les cloches se font leur voix. Pour moi, je ne l'éprouve plus, car à chaque instant je meurs et renais, neuf et lavé de souvenirs. Dans mon intégrité et vivant, non plus en moi, mais en toutes les choses extérieures. Et c'est la fin du livre 8, et donc la fin du roman 1 personne et 100 000, écrit par Luigi Pirandello. C'est également la fin du live. Nous passons à l'outro, les amis. Waouh! La fin de l'œuvre est hyper stylée, je trouve. Ne serait-ce que dans le style de ces dernières pages, j'aime beaucoup. C'est tellement... Il y a des tournures de phrases qui sont ultra poétiques. Et même philosophiquement parlant, je trouve ça intéressant en vrai. Je trouve ça très très intéressant, son discours sur ce que c'est que d'être mort et ce que c'est que d'être vivant. Le fait que la vie, c'est ce qui n'est pas figé, c'est ce qui bouge c'est ce qui est en perpétuel mouvement, et que ce qui a un nom, bah du coup, est mort parce qu'il est figé. Hmm. J'aime beaucoup là, les pages finales, je les trouve vraiment dans un style très particulier, autre par rapport à tout ce qu'on a pu voir depuis le tout début du live. Donc je suis grave content de ça. Et du coup, bonsoir Lilipsy. Alors, ton pseudo là comme ça ne me dit rien, je dois avouer. Donc j'avoue que je sais pas si je te remets. T'avais pas un autre pseudo avant? En tout cas, coucou. Merci. Merci de ton message, ça fait super plaisir. Euh, Et du coup, ouais, non, franchement, c'était Lily ou Lily TV. Ah, ok. Ok, ok. Attends, je regarde vite fait. Ah ouais, tu me follow depuis 2018. Ok. Donc ouais, ça fait peut-être un bout de temps quand même qu'on ne s'est pas croisé, non? Parce que là, je me dis que ça remonte, non? Enfin bref, en tout cas, merci beaucoup de passer et de me faire ce retour. C'est très très gentil, ça fait plaisir. J'avais les cheveux bleus. Ah ouais! Ah ouais, donc ça doit faire plusieurs années en fait. Plusieurs années. Ok. Bah merci, merci de me redonner une chance entre guillemets. De revenir après tout ce temps, ça fait plaisir.
Euh, Ah ouais, ah oui, d'accord, oui, ça fait une éternité que j'ai pas joué à Dofus. Ok, ok. Ah, trop marrant. Bah du coup, ça, merci beaucoup. Ça me fait marrer d'avoir des nouvelles après autant de temps. C'est ultra intéressant. Et merci d'autant plus que je n'ai jamais quitté tes follow. C'est très gentil. Merci beaucoup. Ouais, non, franchement, j'ai beaucoup apprécié ce livre. Il y a eu un petit ventre mou, il y a eu un petit moment où j'étais un peu plus décontenancé, où j'ai pas vu où ça voulait aller. Si je continue sur les points faibles, je dirais quand même que ça a eu tendance à pas mal se répéter. Je trouve ça dommage. Là, ce que je vous ai lu ce soir, je trouve que ça aurait pu être beaucoup plus délayé et beaucoup plus développé. Ça aurait été ultra intéressant. Tout le discours philosophique et ou psychologique, parce qu'il y a un peu de psychologie là-dedans aussi, sur son rapport à soi, son rapport aux autres, son rapport au vivant, son rapport à la mort et tout. J'aurais trop aimé que ça soit délayé, développé sur des tas de chapitres. Mais c'est vrai que globalement, de bout en bout, j'ai vraiment apprécié l'œuvre. Et j'ai été très très étonné de voir qu'il y a des passages qui me correspondent entre guillemets tellement dans la manière de d'écrire et tout. Enfin, j'avoue m'identifier beaucoup au narrateur quelque part et avoir ce genre de questionnement là aussi. Donc moi forcément c'était carrément ma cape, donc je suis un peu biaisé sur cette œuvre. Et du coup je pense que ça entre assez haut dans mon panthéon. Je sais pas, je saurais pas dire, c'est pas mon roman favori, mais je suis très très heureux d'avoir découvert Luigi Pirandello et d'avoir découvert cette œuvre-là. Franchement, ça me donne presque envie de relire du Luigi Pirandello à l'occasion. Je sais qu'il a fait beaucoup de pièces de théâtre. C'est moins quelque chose que je consomme souvent, on va dire, mais j'aimerais. Alors, c'est juste que tu live quand je suis pas là, ou alors j'ai pas trop le temps de passer, mais là je me suis dit que je viendrais te dire bonsoir, ça se voit que tu as pris de la maturité, c'est trop bien. Ah ouais? Alors du coup, bah du coup, merci déjà de venir me faire un petit coucou, ça fait plaisir. Et c'est marrant comme réflexion, je trouve, parce que c'est marrant parce que c'est intéressant parce qu'on se connaît pas quoi, genre on a une relation parasociale comme on dirait aujourd'hui. Donc c'est marrant que à travers un écran, t'as l'impression de voir que j'ai pris de la maturité, c'est intéressant ça. Hmm, c'est marrant. Enfin voilà, donc du coup, Luigi Pirandello, c'est vraiment une de mes bonnes découvertes de nos lives de lecture passés ensemble, franchement. Hmm, allez, si je devais le mettre là comme ça très brièvement en dans ma tier list, on va dire, euh, j'aurais tendance à la mettre dans la catégorie génial, voire génial ou très bon. Donc voilà, je pense que pour moi, un personne et 100 000, c'est soit dans la case génial vers les derniers, soit dans la case très bon dans les premiers. Je pense que ça se situe à peu près là pour moi, mon appréciation de cette œuvre. Donc non, franchement, c'est toujours un plaisir de découvrir des œuvres comme ça. C'est pas tous les jours que j'ai une œuvre qui s'inscrit aussi haut dans mes préférences, quoi. C'est drôle que tu parles de relations parasociales, c'est mon sujet de mémoire. Ah ouais, ça doit être une dinguerie à étudier ça, parce que je pense qu'avec les réseaux sociaux et avec Internet, globalement, c'est quelque chose qui s'est développé de manière hallucinante à mon avis. Donc ça doit être un sujet d'étude ultra intéressant. Bien, bien. Je suis presque triste de laisser un peu Luigi Pirandello. Je crois que j'aurais bien aimé en voir un petit peu plus. Mais ouais, non, j'ai beaucoup apprécié. Je pense qu'on, je pense qu'on y reviendra, ou peut-être que j'y reviendrai de moi-même dans mes lectures personnelles, mais parce que j'ai essayé aussi de faire ça, parce que je vous avais dit, je m'étais rendu compte que en fait, je ne lisais ouais, je ne lisais plus que pour vous. Je m'étais rendu compte que, enfin, je lis aussi pour moi en live, mais je veux dire, je n'avais plus de lecture hors live, ce qui est très bizarre pour moi parce que j'ai toujours beaucoup lu.
Donc là, j'ai essayé de reprendre, non seulement faire plusieurs lectures en live, mais aussi faire des lectures hors live. Donc là, en ce moment, j'étais sur Luigi Pirandello, Mallarmé avec vous en live. Et hors live, je viens de terminer Terry Pratchett et je viens de terminer One Piece. Enfin, un tome de One Piece. Et là, je vais enchaîner, je pense, soit avec du Asimov, soit avec du Kierkegaard. Kierkegaard, ça a l'air ultra costaud, mais ultra intéressant. Je voulais vous le faire en live à la base, Kierkegaard. Mais j'ai l'impression que c'est tellement costaud que ça va être très compliqué de le faire à l'oral. Euh, et voilà, et du coup, comme je le disais, on poursuivra les poésies et autres textes de Mallarmé ce vendredi. D'ailleurs, il faut que je prenne le temps d'étudier ça avant vendredi parce que je ne sais pas par quel texte on va poursuivre. Parce qu'il y a des textes qui se répètent et ainsi de suite. Donc j'aimerais bien vous lire que de l'inédit, on va dire. Et puis, on a les contes nocturnes d'Hoffmann qu'on va entamer à partir de la semaine prochaine, vraisemblablement. Soit mardi, soit vendredi, 21h, je pense. Je vous tiendrai au courant dès que j'en saurai davantage. Et ça, j'ai très hâte aussi de découvrir. Encore une fois, je répète, on va être dans des ambiances a priori Lovecraftiennes, ou à peu près Edgar Allan Poe, ce genre d'ambiance, je pense. Si jamais tu as une streameuse qui s'appelle Cloto et qui parle beaucoup de littérature, je te la conseille. Je ne la connais absolument pas. Si tu veux m'envoyer un lien vers sa chaîne ou si c'est vraiment aussi facile à trouver que juste chercher Cloto, j'irai voir. Merci pour la reco. Et du coup, oui, tu travailles sur les relations parasociales et les influenceurs du web en lien avec la solitude et l'attachement. Aïe, 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 aïe. Tu veux pas m'interviewer par hasard? Le mec, le mec qui a un big melon. Non mais ouais, c'est des sujets que je trouve ultra intéressants et qui me parlent beaucoup. Qui me parlent beaucoup. Bref, sur ce fut une bien bonne soirée. Je suis bien, bien content de cette lecture. Je vous dis soit à vendredi pour Mallarmé, soit il est possible, peut-être, mais je ne promets rien, que je live mercredi ou jeudi sur la suite du jeu vidéo Orwell Keeping an Eye on You, qui est justement un jeu très intéressant parce que là, c'est pas du parasocial, mais c'est un jeu qui parle, qui nous met en scène dans un monde orwellien où on serait un employé d'une entreprise qui doit surveiller les gens. Et du coup, on doit voir un peu justement ce qu'ils mettent sur les réseaux pour recouper leur profil et juger si tel ou tel élément est important à l'enquête et si on le fait remonter à notre hiérarchie. Et du coup, ça nous débloque des possibilités de lire certaines choses, d'écouter des mails à eux, d'écouter des appels à eux, de lire des SMS à eux et ainsi de suite. C'est ultra intéressant. Euh, Alors en vrai, si jamais je peux te faire passer un questionnaire que j'ai fait pour un article scientifique sur la santé mentale des streamers, après ça dépend de quel côté tu es. Sinon, si jamais tu as entre 18 et 25 ans, tu pourras répondre à mon étude de cette année quand elle sera en ligne. Bah écoute, si je peux t'aider, pourquoi pas, mais j'ai 20 oui, j'ai 28 ans. J'ai eu le bug. Mais oui, oui, j'ai 28 ans, donc ouais, je ne fais pas partie de la catégorie étudiée apparemment. Bref, sur ce, je m'arrête là. Merci Lily d'être passée encore une fois, ça m'a fait plaisir de parler avec toi du coup. Et puis, je vais vous souhaiter... Ok, bah écoute, écoute, hésite pas à me contacter par message privé si tu veux qu'on en discute. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine les amis. Et soit vendredi, soit peut-être à l'aide de gaming mercredi ou jeudi, nous verrons. Je vous souhaite... Mais j'arrête de me répéter, 3 secondes, c'est terrible. J'ai vraiment... J'ai une maladie de vouloir être surpoli, ça n'a aucun sens. Bref, je vous dis à la prochaine, un des bisous, et bye bye.